Bonjour à tous, bienvenue pour donc notre deuxième module de la saison 3 de Start Meetup. On est très très heureux d'être ici avec vous. Merci d'être là. Encore une fois, un public extrêmement divers. Voilà, je vois des entreprises, des partenaires du village, des lycéens qui sont venus voir un petit peu comment ça se passait sur le Start Meetup, peut-être des futurs entrepreneurs en herbe. Et puis le CM aussi, les écoles de commerce. Donc voilà, c'est ça aussi la richesse de Start Meetup, c'est de pouvoir aussi brasser des profils très différents, des projets différents, et finalement, au-delà des compétences qu'on peut acquérir, compétences assez reconnues et inédites d'ailleurs dans l'écosystème régional, c'est aussi avant tout des belles rencontres. Donc, donc oui, c'est nous. Donc Damien, Oui. qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui ? Eh bien, bonjour à tous. Cette année, on a mis beaucoup d'attention sur l'entretien commercial dans un contexte où, quand on est une start-up, on rentre dans une course où on cherche à avoir accès à des financements. Premier tour qu'on appelle seed, et ensuite série A, série B, série C, etc., si tout se passe bien. Sauf qu'il y a une statistique que les gens ont du mal à percevoir, c'est que avoir accès à une série A, c'est rentrer dans une course où la sélectivité est de 5 pour 1000. Et du coup, tous les détails comptent, et notamment et particulièrement l'attraction commerciale. Et entre une entreprise qui est extrêmement bien structurée, qui a trouvé un marché très fort, qui a une proposition de valeur qui est pile poil comme il faut, et qui tout saute au moment de transformer commercialement ce potentiel-là, eh bien, dans la course à l'excellence, vous décrochez et vous n'avez pas accès à ces financements-là, et au final, vous aurez tort. Et ça se finit en cessation des paiements, ou ça se finit en revente malencontreuse de l'entreprise, en tout cas une perte de contrôle. Voilà. Et donc ça resitue, si vous voulez, le débat de la transformation commerciale et de l'exécution. Quand on le dit comme ça, du coup, on rencontre beaucoup de startups qui sont très fortes pour générer de la prospection automatique et avoir accès à des prospects, à en rencontrer. Il y a un moment donné où le huis clos de l'entretien commercial nécessite un certain nombre de compétences qui font que, du coup, vous avez une traction commerciale qui peut avoir plus 30%, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, dans ce contexte-là, ça nous paraissait impensable de ne pas traiter, de ne pas adresser dans le fond ce sujet. Et donc, c'est tout l'objet de cette saison-là. Et aujourd'hui, particulièrement, on avait préparé l'entretien la dernière fois. Et aujourd'hui, on déroule l'entretien avec deux invités et deux speakers, on va dire. Donc voilà, de grande qualité aujourd'hui. Ouais, donc finalement, se vendre, c'est la vie. Quand on réussit à vendre, on est content. On rend heureux aussi en fait son client. Et donc, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir nos deux intervenants. Voilà, donc Monsieur Jérôme Gradjozic et Stéphanie Thébault. Stéphanie Thébault et Monsieur Jérôme Gradjozic, pour le faire. Voilà. Je vous en prie. Alors, le temps qu'on gère un petit peu les problèmes techniques de transfert de port HDMI, je vais vous laisser vous présenter. Honneur aux dames. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Stéphanie Thébault. Je suis maintenant la directrice du cours hôtelier depuis septembre 2017. Ancienne élève du cours hôtelier. Si on m'avait dit il y a 20 ans de ça que je serais aujourd'hui la directrice, je vous aurais dit bien entendu non. J'ai une carrière internationale. J'ai travaillé 2 ans en France et après je suis partie à l'international. J'ai travaillé un petit peu sur des bateaux de croisière comme le Ponant. Et ensuite, je suis partie à Londres en travaillant principalement dans les hôtels de luxe, donc 5 étoiles. Gouvernante générale, j'ai travaillé aussi à la réception, travaillé avec des majordomes, et donc le service, ça me connaît un petit peu quand même. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette journée vous plaira et n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci bien. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très, très, très heureux de pouvoir être avec vous. Et un grand merci à Thomas, à Damien, à Thierry. Puis un grand merci pour l'organisation, pour Laetitia. Très heureux donc de partager ensemble donc ce très beau thème, la qualité de service et surtout, en l'occurrence, rendre heureux nos clients. Alors, un mot pour me présenter. Donc, Jérôme.
Bon, oui, Jérôme, tout simplement. Intervenant donc sur ces questions de relations commerciales, ça va faire bientôt 40 ans que je m'investis là-dessus. Le monde change, vos clients sont vivants, donc ils sont changeants. Et pourtant, il y a quand même un récurrent. On achètera vos solutions, on achètera vos produits que parce qu'on y trouve un intérêt. Mais vous savez que la notion d'intérêt, on peut passer de la satisfaction, à fait d'être content d'acquérir vos produits ou solutions, mais jusqu'au niveau d'être heureux. Donc, il y a effectivement un certain nombre de niveaux à respecter. Donc, très heureux justement de pouvoir partager tout cela avec vous et, comme le disait Stéphanie, eh bien, de pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Nous commençons ? Eh bien, c'est parti. Alors, en préparant avec Stéphanie nos travaux, nous sommes tombés sur cette très belle citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. » Il y a des jeunes dans la salle, je leur dis « Vous avez 4 heures. » Mais c'est vrai, n'empêche. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il y a le service qui serait la clé de la réussite de notre avenir commercial. Tout ça est très très riche et ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, eh bien, nous puissions voir ce que nous allons partager sur ces thèmes essentiels. Alors, Stéphanie, qu'est-ce qu'on va partager ? Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que servir ? Parce qu'avant de servir quelqu'un, il faut déjà comprendre ce qu'on va faire. Voilà. Oui. Avec une précision sans devenir un larbin, bien évidemment. Pourquoi servir est enrichissant pour vous et vos clients ? Et nous verrons la notion de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas que de l'argent. Ensuite, votre service client, vos promesses et vos dons. Alors cette nuance est très importante. Le don, c'est ce qui permet de se différencier. Nous sommes tous en risque et en opportunité de notoriété. Et c'est le don qui permet de remporter cette notoriété. Donc, votre service client pour satisfaire des besoins, générer du contentement et contribuer à être heureux. Donc, on vous reparle encore, on va beaucoup vous parler d'être heureux aujourd'hui. Voilà. En fait, je repose à... Alors, la dernière fois, j'avais posé la question, qui veut être heureux dans cette noble assemblée ? Est-ce que je repose la même question ? Oui, alors je pose la question, qui veut être heureux dans cette noble assemblée ? Pas tout le monde, hein ? Ah si, quand même. Donc, vous voyez, on a au moins ce point commun, et c'est ce qui fait que nous avons envie de mettre notre argent. Qui a envie de rendre heureux dans cette noble assemblée ? Rendre heureux. Ah, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Entendu, merci. Stéphanie ? Oui. Donc, servir vos clients serait-il une forme d'humanisme ? À ce sujet, je vous propose une étude de cas qui est celle de L'Oréal, qui est richissime, et on devrait prendre modèle sur cette très belle aventure qu'est L'Oréal. Ensuite, on vous fera un petit résumé et on vous invitera à nous poser des questions. Voilà. Merci beaucoup. Si vous en êtes d'accord, nous commençons maintenant ? Alors, au passage, une ardoise, ce qui me permettra de temps en temps de faire un certain nombre d'annotations. Stéphanie, lorsque vous allez prendre la parole, je retranscrirai certains mots importants que vous allez prononcer. Nous transformons tout cela en PDF, j'envoie tout cela à Thomas, et ensuite nous pourrons mutualiser tous ces éléments. Une question, qu'est-ce que servir ? Alors j'ai regardé un dictionnaire, servir, s'acquitter d'obligations envers un supérieur. C'est ce qui est dit dans le dictionnaire. Ah, docteur, votre sentiment ? Après, on a beaucoup parlé au téléphone. Servir, quand on parle de service comme ça, s'acquitter d'obligations, ça ne donne pas envie. Je dirais qu'il faut, vous aussi, prendre du plaisir à servir les autres et faire preuve d'empathie. Donc ça va passer par le biais d'écouter la personne, l'interlocuteur que vous avez en face. Je ne sais pas si quelqu'un vend des voitures dans la salle, mais si vous avez un client qui vous dit « Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu » et que vous allez essayer de lui vendre une voiture rouge parce que vous en avez 10 qui vous restent sur les bras. Vous ne l'avez pas vraiment écouté. Il va peut-être vous l'acheter, la voiture, mais il ne voulait pas une voiture rouge, il voulait une voiture bleue. Donc, il faut apprendre à écouter les gens principalement. Ça va être heureux
d'avoir rendu heureux son client aussi. Donc, si vous arrivez à lui vendre sa voiture bleue, le client va être content et vous aussi. Et d'autant plus que le client va sortir de chez vous et il va appeler sa femme, il va appeler ses amis, il va dire eh ben, cette personne m'a écouté, allez-y, vous pouvez aller le voir. Donc, ça vous génère une clientèle supplémentaire. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et nous avons choisi cette photo du jeune homme en train d'écouter sa cliente. Alors, ce qui est très intéressant dans sa gestuelle, il a sa main posée comme ça. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vous écoute comme ça, c'est où la main posée, le menton posé sur sa main, ça veut dire le dilemme. Le dilemme, donc ce geste-là a deux avantages. Le premier, je me retiens de parler. Je me retiens de parler, je ne suis pas dans une logique d'offre, mais de réponse à une demande. Puis la deuxième chose, c'est est-ce que je vais pouvoir te dire ma promesse? Pas de surpromesse. Je prêche des convaincus que vous êtes. Donc, et puis surtout, ce regard de bienveillance. Au passage, nous reviendrons sur la question suivante. Est-ce que l'on peut développer un business sans rencontrer physiquement ses clients? Je suis un peu partagé sur cette question. Nous y reviendrons. Je vous fais une confidence. Lorsque, avec Stéphanie, nous avons préparé nos travaux, je racontais qu'à Stéphanie, j'avais épluché les dictionnaires pour voir la différence entre service et prestation. Nous, Français, on est dans le flou sur ces notions-là. On parle de prestation, de service. Est-ce que vous auriez une idée de ce qu'est une prestation? Vous auriez une définition? Oui, c'est vrai. Bon, je vous propose de passer à l'action. Madame, je ne vous avais pas prévenu, mais nous allons avoir besoin de vous. Oui, madame. Auriez-vous l'obligeance de venir quelques instants ici? Sous vos applaudissements, et vos encouragements. Bonjour. Merci beaucoup. Attention. C'est vrai. 2 minutes. Alors, c'est un peu comme la dernière fois. Madame, merci beaucoup. Votre prénom? Martine. Martine. Merci beaucoup d'accepter ce micro-jeu de rôle. Oui, volontiers, c'est gentil. Je vous propose un instant de cauchemar. Nous sommes mariés. Oh, c'est gentil, ça c'est gentil. Ça va faire 15 ans qu'on est mariés. C'est votre anniversaire. Et Stéphanie me dit, tu sais quand même, tu es marié avec Martine, c'est son anniversaire, tu devrais lui offrir des fleurs. Tu crois? J'arrive, merci. Tiens. Mais m'embête pas, tu les as tes fleurs. Oui, mais j'ai répondu à une nécessité, je viens de faire une prestation. Qu'est-ce que c'est qu'une prestation? Je vous la reprends parce que j'ai honte. Qu'est-ce que c'est qu'une prestation? C'est tout simplement répondre à un besoin. Tout simplement répondre à un besoin. Et là, je m'adresse aux start-upers qui mettent en place des process de marketing automation. Nous sommes tous sur le fil du rasoir dans nos textes lorsque nous rédigeons des textes standards. Et moi, j'ai posé une question, je reçois un mail automatique, pas personnalisé, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le personnaliser, et je le vis comme une prestation. Je crois que je vais être soit rapidement largué, divorcé, trompé même, si je me conduis comme ça. C'est exactement la même chose. Aimer le commerce, c'est aimer la vie. Aimer le commerce, c'est aimer la vie. Et donc, il y a de grands points communs entre, je dirais, la relation amoureuse et la relation commerciale. Donc, Stéphanie m'a cadré en disant, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, on efface tout. J'arrive. Oh, Martine, bon anniversaire. Je vous embrasse. Ah, merci beaucoup. Merci infiniment. Si j'étais comme ça, on reste ensemble? Ben voilà. Et ben c'est du service. C'est du service. Et je vous propose cette définition. Le service, c'est une prestation. Le service est une prestation, mais avec une qualité d'interaction qui rend heureux. Ça, c'est central. Le service, c'est une prestation avec une qualité d'interaction. C'est un acte de volonté, c'est un acte de gentillesse, c'est un acte de bienveillance, c'est un acte d'empathie. Je sais que c'est votre couleur, on va dire oui, que c'est votre couleur préférée.
je ne pouvais pas me faire vous offrir une rose rouge, etc. Voilà, c'est tout ça le service. Donc, il y a beaucoup d'anticipation. Il y a beaucoup d'anticipation. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons faire que de la prestation. Tout simplement. Et en fonction de cela, eh bien, nos clients vont zapper. S'ils sont mécontents, nous allons nous mettre en risque de notoriété et notre business model va s'essouffler, s'effriter. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Pourtant, elle a eu ses fleurs. Ah ben non, 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 c'est pas comme ça, Jérôme. Pour réussir, il faut aimer rendre heureux. Voilà. Martine, un grand merci. C'est à vous. C'est à vous. Merci infiniment. Merci, madame. Excellente journée. Sous vos applaudissements également. Un grand merci. Vous nous avez fait progresser. Donc, en l'occurrence, c'est le service qui fidélise. C'est donc tout un cocktail de détails. Stéphanie, un commentaire sur cette notion de cocktail de détails? Alors, j'ai l'habitude de dire à mes élèves en début d'année que le service, la notion de service commence à la baguette de pain que vous allez acheter. Vous voulez deux choses, du pain frais, ce qui est normal, s'il est rassis, vous ne reviendrez pas, et un sourire de la part de la vendeuse. Si la vendeuse fait un peu comme Jérôme, en train de vous jeter votre baguette de pain, est-ce que vous allez revenir? En règle générale, non. À moins que le pain soit magnifique. Mais il faudrait vraiment qu'il surpasse ce sourire. Donc ça, c'est important. Donc cette notion de service commence vraiment. Et vous penserez à moi la prochaine fois que vous irez acheter votre baguette de pain. Si vous n'avez pas votre sourire, vous vous direz, finalement, je ne vais pas retourner là. Voilà. Avec un détail essentiel, c'est que le cerveau est très sensible, très très sensible aux premiers instants. Vous savez que les émotions que vous générez constituent des filtres mémoriels et décisionnels. Donc la première impression que vous générez induit bien sûr les raisonnements qu'on aura à votre égard. Voilà. Et c'est vrai que quand on parlait avec Jérôme, je lui ai parlé d'une anecdote qui m'est arrivée. J'ai travaillé pour une entreprise à Londres pendant 10 ans. Mais la chose dont je me souviens, c'est la réceptionniste qui n'était pas aimable. Ça ne m'a pas empêché de rester 10 ans dans l'entreprise, mais c'est le souvenir qui me reste. Comme on dit toujours, les premières impressions sont les impressions qui restent. Donc ayez toujours conscience de l'image que vous allez refléter et gardez le sourire. Ça, c'est important. Et nous allons voir, on va faire dans quelques instants un jeu tous ensemble. Un filtre mémoriel et décisionnel. Vivre, c'est influencer, autant faire en sorte que ce soit le plus attractif possible. Ce qui veut dire aussi, dans l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, de nous considérer en mission. Vous êtes en mission. Quand vous êtes au travail, vous êtes en mission. J'aime bien cette définition, là je m'adresse aux plus jeunes. Quand on est en mission, on ne pense pas à soi. On est au service de sa mission. Voilà. Le client, il y a un adage tacite qu'on ne répète pas, mais il est tacite, vous-même vous le vivez quand vous êtes client, c'est qui paie commande. Qui paie commande. On a formulé une promesse, on doit la tenir. Vous savez que la promesse est une dette. La promesse est une dette. Et dans cette dette, il y a effectivement la qualité des interactions, dont le sourire. Une loi de la vie, si vous aimez, vous êtes attractif, c'est comme ça. Un client a toujours besoin d'être apprécié, d'être aimé. Vous savez que tout être humain, chacun d'entre nous est en quête de sa propre justification. Lorsque nous sommes au monde, nous sommes en quête de notre propre justification. Nous avons besoin des autres pour nous aider à nous justifier sur notre présence au monde. Tout cela, ça participe à nous alimenter, à nous répondre à ce besoin essentiel de notre propre justification. Et il s'agit de rendre service, et j'ai mis volontairement le mot « rendre » avec un R majuscule. Si je vous dis Ernst Pauli, prix Nobel de physique en 1945, et il a énormément travaillé sur la mécanique quantique. Et il a développé la notion, le concept de reliance. Ça vous parle? Je continue? Bon, rapidement, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas un pro de la mécanique quantique, mais il explique la chose suivante. Lorsque deux particules se rencontrent, en l'occurrence se percutent, elles émettent des ondes. Et il aurait démontré que deux particules qui se sont percutées, se séparent, émettent des ondes et continueront, alors là c'est assez, comment dirais-je,
étourdissants, continueront à émettre des ondes et tout en se superposant. Donc elles resteront toujours en reliance, toujours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'arrive, je suis fatigué. Je me souviens d'une fois d'une arrivée au Maroc. Je vais faire un séminaire à Casablanca, au Maroc, au mois de décembre. Je peux vous dire que Casablanca au mois de décembre, c'est pas la Mamounia à Marrakech, au mois de juillet. C'est pas ça. Il pleuvait, il faisait nuit, un dimanche soir. J'arrive, je remets mon... Enfin, la personne m'accueille très gentiment. Souhaitez-vous que je remplisse votre fiche ? Je serai gentil, je vais le faire. Je remplis, il me rend mon passeport et il me dit « Monsieur, voici votre passeport. Merci d'avoir choisi notre établissement. Bienvenue au Maroc. Vous êtes ici, chez vous. » Là, j'ai une larme qui a coulé à l'intérieur du front. Et je trouvais ça extraordinaire. Je dis, bon, en tant que consultant commercial, il faut que j'aille féliciter le directeur le lendemain matin. Je m'approche quand même un peu du guichet et j'entends, bienvenue, vous êtes ici chez vous, bienvenue, vous êtes ici chez vous. Que m'importe si la phrase avait été industrialisée, que m'importe. À cet instant T, il m'avait rendu heureux. Alors, je rencontre le directeur, je le félicite et je lui dis, mais comment avez-vous conçu ce protocole de phrases ? Et puis surtout, à chaque fois, vos collaborateurs se sentent en mission, exactement, se sentent en mission. Et il me dit, c'est très simple, nous avons écouté. Nous avons écouté nos clients, donc ce qui veut dire que vous-même, dans votre développement, le juge de paix, ce sont vos clients. On peut avoir la meilleure idée du monde, si elle n'est pas validée par des groupes tests, vous allez dépenser énormément d'énergie. Il faut toujours se méfier de ces excellentes idées. Toujours. Il faut tester. Est-ce qu'on rend heureux ? Oui, tu vas rendre heureux. Attends, tu testes, t'es sûr ? Et le directeur commercial me dit, eh bien voilà, nous avons constaté que les personnes qui arrivent au mois de décembre dans notre établissement, ce sont des hommes d'affaires qui ne sont pas sur leur continent, qui ne sont pas dans une démocratie chrétienne, mais qui sont dans un royaume avec une culture musulmane. Vous êtes le dimanche soir donc sur tout cela, vous êtes loin de votre famille et vous avez la pression de devoir ramener des nouveaux contrats signés. Vous ne descendez pas chez nous par plaisir, vous descendez chez nous par besoin. Tous ces mots sont importants. Et peut-être que parmi vous, vous offrez des solutions, on va vous les acheter, non pas par plaisir, mais parce qu'on en a besoin. On vient à vous avec de l'espoir. Cet espoir, vous y répondez, mais comment allez-vous y répondre ? Lorsque Martine, qui a accepté de vivre pendant quelques instants le cauchemar d'être mon épouse, Martine avait l'espoir que je lui offris des roses. J'ai répondu sur le fond, j'ai fait ma prestation. Oui, mais il n'y avait pas cette qualité d'interaction qui rendait heureux. Donc, l'enjeu, il est là, c'est toujours et encore apporter de la satisfaction qui rende heureux, qui contribue à la propre justification de soi-même. Stéphanie, vous souhaitez compléter ? Compléter, non, parce que je pense que vous avez été très clair sur le sujet. Par contre, c'est vrai qu'on va beaucoup parler de besoins aujourd'hui et on a un terme qu'on utilise beaucoup dans l'hôtellerie de luxe, c'est anticiper les besoins du client. Donc ça, par contre, vous allez m'entendre le dire énormément aujourd'hui, parce que même par rapport à vos clients, il va falloir que vous appreniez à anticiper les besoins. Donc, écoutez. Et ça va être primordial. Voilà. C'est vrai. Alors, un mot quand même, c'est sur la notion de regard. Vous savez que exister, c'est influencer. Vous vous souvenez, au début de son quinquennat, on disait du président de la République qu'il c'était un charmeur. Il continue d'ailleurs. Et j'ai rencontré quelques personnes qui l'avaient salué lors de la campagne électorale et qui disaient « mais il est bluffant, alors qu'il va serrer la main de 20-30 personnes en 5 minutes. À cet instant T, à chaque fois, toutes les personnes me l'ont dit, il te donne le sentiment que tu es le centre du monde. » Alors, je voudrais avec vous, si vous le voulez bien, avec Stéphanie, on va faire un jeu. Alors là, par contre, je me tourne vers vous. Madame, monsieur, si vous voulez bien venir ici. Oui, avec madame. On ne vous avait pas prévenu, hein ? Oh, la vie s'est fait... et pour être heureux, mais pour ça, quelques surprises.
à nouveau, si vous le voulez bien, pour les encourager. Alors, on est bien ici. Alors, je sais que Stéphanie, je ne sais pas si on en avait parlé, mais c'est un cours que vous m'auriez pu me donner. Je vais saluer madame et monsieur de deux façons, d'accord? Puis il va se passer quelque chose. Donc, je vais vous saluer 2 fois successivement. Vous voulez bien? C'est parti. Bonjour madame, ravi de vous accueillir. Bonjour monsieur, ravi de vous accueillir. C'était comment? Classique. Normal. Ah oui, voilà. Voilà. Et alors c'est là où Stéphanie, ou là où Jackie Kennedy, alors il faut que je vous montre, Si vous arrivez à voir cette photo de Jackie Kennedy, ou comment elle regarde le général de Gaulle. Alors pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que c'est adorable. On avait constaté que le général de Gaulle était très courtois avec les épouses de chefs d'État et restait 5 à 10 minutes pendant une réception officielle. La visite d'État de la délégation américaine avec John Kennedy, et là, pendant les 45 minutes du cocktail, il est resté avec Jackie Kennedy. Bon, il n'a pas pécho, mais voilà. Pourquoi? Parce que Jackie Kennedy appliquait une démarche, une méthode. Alors, je vais voir si ça marche, je ne sais pas, d'une certaine manière. Et après, je vais vous demander de le faire. Vous allez voir. On y va? Donc d'abord, je ne dis rien. Et après, je vous donne la boîte à outils. Comment allez-vous? Ah, ça y est, des nouveaux. Il y a une légère différence? En tout cas, vous avez cligné. Non, ouais. Ah si, je vous ai vu que vous n'avez pas eu le même regard. Est-ce que vous m'avez soutenu dans le regard? Alors, d'une certaine manière. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Ah voilà, vous aussi, vous ne me regardez pas de la même manière. Oui, exactement. Vous savez comment? En vérité, il faut, je vous invite à noter ça pour ceux qui sont intéressés, je vais vous le refaire. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Monsieur, je le refais. Comment allez-vous? Ça va. Ah ben voilà, vous voyez. Bon, pour les jeunes dans cette salle de l'Assemblée, ça va pécho samedi. Hein. Bonjour monsieur. Si pécho, moi, non, c'est... Je vous rassure. Pas taper. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Voilà. Même le son de votre voix a changé. En vérité, les inconscients communiquent toujours. Alors, d'abord, je vous invite à vous lever. Levez-vous tous, parce que vous allez vous saluer de cette façon-là. Puis après, vous allez pouvoir faire l'expérience. Hein. J'ai une question. Combien de muscles sur le visage avons-nous? Un certain nombre, oui. 42. 42 muscles sur le visage. Ça n'arrête pas, effectivement, de s'adapter, de s'exprimer. Donc, très rapidement, quand on voit quelqu'un, on ressent lorsque la personne se sent bien, est heureuse d'être là. Donc, ça veut dire quoi? Mon petit Jérôme, quand tu rencontres quelqu'un, tu te donnes toujours 3 bonnes raisons de l'apprécier. 3 bonnes raisons de l'apprécier. Elle a fait des choses formidables, c'est un client, c'est lui qui me fait vivre, c'est génial. 3 bonnes raisons. Ça se voit sur vos 42 muscles, sans pour autant que ce soit un sourire jusqu'aux oreilles, hein, ce n'est pas nécessaire. Et la deuxième chose, et c'est ça le secret de Jackie Kennedy et d'Emmanuel Macron, quand vous saluez, vous appréciez la couleur des yeux. Il ne s'agit pas de regarder dans les yeux, il s'agit d'apprécier. Là, par exemple, madame, je vous regarde dans les yeux. Vous voyez, vous soutenez le regard, c'est indifférent. Maintenant, voilà. Pardon. Voilà. Donc, voici le premier jeu. Alors, après, je vous laisse tranquille. Premier jeu. La première fois que je vous saluais, quand vous allez vous saluer, vous allez, la personne, il y a un client, un commercial. Puis ensuite, vous inversez. Celui qui fait le commercial, la première fois, quand il va saluer, il va regarder entre les 2 yeux. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous avez l'impression que je vous regarde en face. En vérité, je ne vous regarde pas en face, je vous regarde là. Et la deuxième fois... Mais voilà. Ça marche? Un grand merci sous vos applaudissements. Et à vous de jouer, s'il vous plaît. Je vous invite à vous mettre en binôme. Et ça marche de monsieur à monsieur, de mademoiselle à mademoiselle. Voilà. Allez-y, vous mettez 2 par 2. Il y en a un qui fait le commercial et un client. Une première fois entre les 2 yeux, une deuxième fois, vous appréciez la couleur des yeux.
Voilà, c'est formidable, on dirait que vous y prenez goût. Alors, juste un détail un peu triste. Vous savez qu'une première partie de la biographie de Jackie Kennedy, une première partie a été publiée. Et pour parler crûment, elle flingue le général de Gaulle. Elle dit que c'est un homme buté, du passé, crypto-fasciste. Je dirais presque que c'est décevant. Oui, peut-être qu'elle le pensait. Mais en attendant, elle est en mission. Elle est en mission, elle ne pense pas à elle. Elle est là pour première dame des États-Unis. Voilà. Ça a marché au fait? Oui? Et voilà. Les plus jeunes dans cette pièce, là, vous en avez pour le restant de vos jours, c'est formidable. Alors, en toute chose, il y a des limites. En toute chose, il y a des limites. Il ne faut pas confondre service et servage. Et servage, exactement. Quand commence le servage avec un client, Stéphanie? Quand ça n'est plus une mission, mais c'est plutôt, je dirais, un côté pénible. Hein, vous n'avez pas envie d'y être. Et le client va peut-être avoir des demandes que vous ne pourrez pas remplir. Donc vous vous dites, mince, je ne peux pas répondre aux attentes de mon client et je ne peux rien faire. Et la frustration se met en place et le client le ressent et vous perdez un client. Voilà. C'est vrai. Et puis surtout, vous allez m'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le faire, mais sans vous justifier, sans vous dire, attendez, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres priorités. Ça, ce n'est pas possible. Le client ne l'entendra jamais. Ça, c'est se justifier. Se justifier, c'est être centré sur soi. Vous le savez bien. Vous allez m'expliquer extérieur, vous allez être centré sur moi, et vous allez me dire, même si c'est un peu du langage diplomatique, Monsieur Grajosix, vous me demandez... aujourd'hui n'est pas réalisable, je risque de vous décevoir, nous n'avons pas le droit de vous décevoir, c'est la raison pour laquelle je me dois de refuser, par respect pour vos attentes, par respect pour nos relations, vous le comprenez, j'en suis sûr. Donc en toute chose, il y a des limites. Je me permets d'intervenir, il y a un mot que Jérôme n'a pas utilisé, c'est non. On ne dit jamais non à un client. Donc, on va trouver une autre manière de lui faire passer le message, mais on ne dit pas non, tout simplement. C'est vrai. Madame, ce que vous me demandez là, c'est délicat. Je reviens là-dessus. Tout est une question de limite. Nous ne sommes pas des larbins. Nous ne sommes pas des amis. Voilà. Il y a une relation contractuelle. Le client est là, donc nous sommes des contributeurs de son bien-être et de sa réussite. De son bien-être et de sa réussite. Pour un ami, on est prêt à se lever à 3 heures du matin, 365 jours par an. Si un client nous le demande et qu'on ne peut pas lui apporter satisfaction, eh bien... il faut lui expliquer qu'on ne pourra pas et qu'on risque de le décevoir et on n'a pas le droit de le décevoir. Mais néanmoins, en toute chose, il y a des limites, nous ne sommes pas des larbins. Sachant qu'il y a des clients, heureusement ils sont une minorité, on n'en a pas parlé de cela, mais vous savez, certains clients qui vous écrasent, qui sont des personnalités toxiques. Dans ces cas-là, je vous propose de garder en tête que certains clients ne méritent pas d'être vos clients. Ils ne méritent pas d'être vos clients parce qu'ils vous exploitent. Donc là aussi, heureusement, ils ne représentent que combien? 1 pour 1000? Peut-être, mais l'essentiel, c'est de savoir qu'ils existent, et puis on s'explique à ce niveau-là. Toutefois, il y a un problème dans le développement des entreprises. Nous entendons souvent la notion de proposition de valeur, promesse de valeur, mais j'ai rarement entendu la notion de, si tu veux bien fonctionner, voilà, la notion de promesse et de don. Stéphanie. Alors, je dirais mon domaine de compétence, c'est l'hôtellerie de luxe. Donc, ce sera plus simple pour moi de vous l'expliquer. Donc, dans les dons qu'on va proposer dans l'hôtellerie de luxe, ça va être sur le site internet, tout simplement, le spa,
la piscine intérieure, les massages, etc., etc. Maintenant, parfois, ces dons, il peut arriver que vous ne puissiez pas les fournir aux clients. Donc, la piscine est en panne. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème? Est-ce que quelqu'un a une idée dans ces cas-là? Donc, admettons, pas de piscine et le client a spécifiquement réservé votre hôtel pour cette piscine. Eh bien, en tant qu'hôtelier, on va lui offrir un ticket pour aller à la piscine chez un concurrent. Parce qu'entre concurrents, on s'entraide. On n'est pas que concurrents. Et le client, ce qui va se passer, c'est qu'il ira à la piscine, le temps qu'on répare, on répare la nôtre. Il aura quand même sa promesse et il sera content. Donc on aura fait quelque chose. Donc on en revient aussi à ces promesses et à ces dons où c'est bien de promettre quelque chose, mais il faut toujours avoir une solution. On dit toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui, mademoiselle. Ça peut être un risque, mais il n'empêche que si vous êtes professionnel et que vous annoncez les choses directement, c'est sûr que si vous commencez par ne rien dire au client, vous mettez la tête dans le sable et vous dites rien au client et que vous n'êtes pas honnête directement, ça va comme le client va un peu tiquer. Par contre, votre client arrive à la réception, monsieur untel, vous êtes venu aujourd'hui, nous savons que vous vouliez absolument la piscine, malheureusement, nous avons un imprévu. Voici pour vous une entrée dans la piscine qui se trouve juste de l'autre côté de la rue. Voilà, notre piscine le problème devrait être résolu tel jour. Au moins, le client est content. Et ça se trouve, il ne va même pas l'utiliser, cette entrée. Mais pour lui, vous n'aurez pas apporté un problème, vous aurez apporté une solution. Le client vient en vacances, ou même s'il ne vient pas en vacances, il vient chez vous parce qu'il a du travail, donc il vient chez vous en business. Il n'a pas besoin de réfléchir. Le lendemain, il va se lever à 5 heures, il va être en réunion toute la journée. Il n'est pas là pour réfléchir, il n'est pas là pour avoir à lui trouver les solutions. Voilà. Alors, merci beaucoup. Là, le fait de toujours s'adapter en permanence. Alors, d'un côté, il y a les promesses que vous avez établies, qui ont été structurées. Vous avez établi des protocoles, des procédures pour respecter vos promesses. Et puis ensuite, eh bien, de temps à autre, il faut donner. Or, vous savez que donner, c'est un effort. Donner, ce n'est pas facile. Ce qui veut dire que pour donner, il faut aimer. Il faut aimer ses clients. Alors, quelle définition mettre sous le mot aimer? Vous savez qu'il y a plusieurs formes d'amour. Je vous propose que aimer commercialement ses clients, c'est tout simplement celle-ci. C'est avoir plaisir et besoin de contribuer à leur bien-être et à leur réussite. C'est ça, aimer ses clients. Avoir plaisir et besoin de contribuer à leur bien-être et à leur réussite. Et quand on a plaisir et besoin, il y a de l'énergie. Il y a une énergie qui se met en place et ce n'est plus un travail, c'est une co-construction. Voilà, et on y revient. Quand vous aimez, vous êtes attractif. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, Stéphanie, peut-être vous avez raison, mademoiselle, peut-être que la prochaine fois, il ira chez les concurrents. Mais nous, on a effacé le risque de notoriété. Voilà, ça y est. Peut-être que c'est un client perdu, mais au moins, il ne va pas nous abîmer. Et ça, c'est très important. Parce que je dirais, et ça je voudrais rebondir dessus, c'est la pire des choses qui puisse arriver à une entreprise. C'est que vous n'ayez rien fait, vous ayez ignoré le problème, et là, le client derrière va parler. Et en fonction du message qu'il va transmettre à ses amis, à ses collaborateurs, aux personnes qu'il va rencontrer, ça va affecter ou non votre entreprise. Donc le fait, encore une fois, oui, peut-être qu'il partira. Par contre, quand il parlera à ses amis, il dira « Très bien, la piscine, elle n'a pas fonctionné, donc je ne veux pas prendre le risque la prochaine fois. » Mais ils ont été là et ils m'ont proposé une solution. Donc tente, va voir comment c'est. Et aujourd'hui, une viralité,
une viralité négative peut couler une entreprise. Voilà, vous le savez mieux que moi. Donc, devoir de satisfaire le client, même si on en perd un, au moins, nous restons avec notre image de marque. Alors, pourquoi servir est enrichissant? Je vous propose une question. Alors, quand j'étais à l'école, on nous disait l'argent, une entreprise, ça sert à faire des profits. Mon Dieu, quand je pense qu'on a été peut-être des milliers à recevoir ce genre de message. Quelle catastrophe. Si je vous dis richesse, s'il vous plaît, à quoi pensez-vous? Vous avez raison. Les richesses, c'est de l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est le moyen de notre liberté et sécurité matérielle. L'argent, c'est un moyen qui assure notre sécurité et liberté matérielle. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Voilà. Il faut de l'argent. L'argent, comme disait Gainsbourg, l'argent, c'est comme l'oxygène. Quand t'en as, tu t'en rends pas compte. C'est justement quand il t'en manque, tu commences à suffoquer. Mais pour cela, nous serons rémunérés parce que nous apportons de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée qui est l'expression d'un travail fait de promesses et de dons. Voilà. Vous aviez une définition du mot valeur? Je vous propose cette définition. Alors, merci Damien. Tout à l'heure, ce café avait beaucoup de valeur. Le matin, quand vous vous levez, on se dit mais comment je vais tenir ma journée? Puis ensuite, il y a soit le miracle du jus d'orange, soit le miracle du café ou du thé. Et ça y est, on est revigoré. À ce moment-là, vous savez que le café est le deuxième marché le plus important après le pétrole. Donc, c'est vous dire si le café a parfois beaucoup de valeur. A de la valeur ce qui apporte satisfaction et rend heureux. Ce qui apporte satisfaction et rend heureux. Alors, si je vous apporte satisfaction, vous êtes prêt à payer. Toute chose égale par ailleurs. Alors, vous n'êtes pas des imbéciles, vous allez sur Internet, vous connaissez les prix du marché. Si ce que je vous demande est dans le marché, pour être heureux, vous êtes même prêt quelquefois à mettre un peu plus cher si vous avez la garantie. Alors, pourquoi allez-vous mettre un peu plus cher? Parce que vous avez... Stéphanie et moi, nous travaillons à la même entreprise, nous travaillons à faire en sorte que nos clients soient satisfaits et heureux. C'est parce qu'en nous, vous avez confiance. Il ne peut pas y avoir de richesse dans une entreprise, dans un pays, s'il n'y a pas ces trois éléments. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, pas d'argent, pas de confiance, il n'y a pas de richesse. Et là, je prêche des convaincus. Quand on n'a pas confiance dans une entreprise, on n'y va pas, chiffre d'affaires, etc. Vous auriez le plus beau produit du monde. Si on ne vous estime pas, si on n'a pas confiance en vous, vous ne serez pas attractif. Alors, j'ai une question. Quelles sont les trois émotions qui vous donnent confiance? Sans faire de la psychanalyse ou de la psychologie. Pensez à votre meilleur ami. Pourquoi avez-vous confiance en lui? C'est d'abord parce qu'avec lui, avec elle, vous vous sentez en sécurité. Il ne me fera pas d'entourloupe. Il y a une règle du jeu, il ne me trahira pas. La promesse. On n'a pas le droit de décevoir un client. Deuxième chose, votre meilleur ami. Pourquoi c'est votre meilleur ami? C'est parce que vous riez des mêmes choses, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Donc vous partagez des moments de... Voilà, merci. Alors, je vais prendre le mot plaisir, mais c'est exactement ça, convivialité. Voilà. Et ensuite, vous êtes le centre du monde lorsque c'est votre anniversaire, lorsque vous avez un coup dur, il est là, elle est là. Valorisation. Nous avons confiance en quelqu'un lorsqu'on se sent en sécurité, on ressent la convivialité du plaisir, on se sent valorisé. C'est ça, la confiance. Donc, vous le voyez, dans votre offre, et c'est pour ça qu'il y a des sites internet, des startups qui ne décollent pas. C'est peut-être parce qu'on n'a que de la sécurité, mais il n'y a pas suffisamment d'interaction humaine. Il n'y a pas suffisamment d'interaction humaine, et je vois des opérations de marketing automation où sur des mails
automatique. On ne sent pas de plaisir, c'est du standard. Et puis, on ne se sent pas suffisamment valorisé. Très belle question à vous poser, là, à l'issue de notre matinée, dire en quoi je sécurise, en quoi je fais plaisir, en quoi je valorise mes clients. Si ces trois composantes ne sont pas là, je ne vais pas produire de richesse. C'est ça le service. C'est ça le service. Et chacun de ces trois paramètres est indispensable. C'est pour ça qu'on en parlait, il y a un cocktail de paramètres qui font que vous allez réussir. Stéphanie, un commentaire ? Vous parliez tout à l'heure de sécurité, de ressentir du plaisir, mais il y a aussi la valorisation. Donc moi, là où je dirais, où c'est important pour vous tous, c'est que la valorisation va commencer par le nom de votre client. Monsieur Grajewczyk et moi-même, on y est confrontés tous les jours. Stéphanie Thébault, en soit, c'est pas un orthographe très simple, mais bien souvent mal orthographié. Monsieur Grajewczyk, pareil, un peu plus compliqué, soit, mais c'est important. Personnellement, je fais un exercice quand j'ai le nom d'un client ou d'un élève qui est un peu plus compliqué, ne serait-ce qu'à prononcer, je m'entraîne. Je relis le nom de la personne plusieurs fois. Parce que si, au lieu d'accueillir mon client, je dis « Bonjour Madame Thiebaud », déjà il va dire « Ah mince, la valorisation, elle n'y est pas ». C'est vrai. Si Jérôme, la première fois qu'on s'est appelé, j'ai dit « Bonjour Monsieur Grajewczyk ». Plus 2 points, même plus 5 points. Hop, voilà. On se dit, on s'est intéressé à moi, on s'est intéressé à ce qui se passe. Et ça, c'est important. C'est vrai que cette notion de valorisation, c'est vraiment quelque chose de très petit, mais qui va faire en sorte, on en revient à cette première impression. Vous avez donné de l'importance à votre client. De suite, voilà. Et je pensais à cela, ce que vous nous expliquez là est essentiel avec la notion de chacun est en quête de sa propre justification au monde. Vous savez que nommer, c'est reconnaître, naître, c'est redonner naissance. Reconnaître quelqu'un, c'est redonner naissance à sa motivation. C'est redonner du sens à son existence. Vous voyez, sous l'apparente banalité des mots, il y a d'une immense profondeur. Et donc, ce détail, tout est dans le détail, comme du détail du nom. Alors, tout cela, effectivement, c'est de la promesse du don. Où est-ce que j'en suis ? Hop, ça va quand même passer par une offre qu'on va pouvoir... Vous avez une offre, hein, une question à se poser. Est-ce que je veux répondre à des besoins via mon entreprise ? Est-ce que je veux apporter du contentement ? Est-ce que je veux contribuer à ce que mon client soit heureux ? Et ces trois notions sont distinctes, sachant, pour clarifier les choses, quelqu'un qui est heureux est nécessairement satisfait. Quelqu'un qui est satisfait n'est pas nécessairement heureux. Voilà. Et tout est là. L'enjeu, c'est pour vous, entrepreneurs, c'est d'arriver à le faire de manière plus récurrente, de le faire de manière encore plus adaptée aux clients, parfois de manière encore plus rapide et plus durable que vos concurrents, mais vous êtes dans ce concours permanent. Voilà. Oui, bien si sûr. je puis me permettre, et surtout de faire en sorte, en fonction de ce que vous allez vendre, bien entendu, si vous vendez des panneaux photovoltaïques, je me doute bien que le client va parvenir tous les 15 jours, mais de faire en sorte que le client revienne, de fidéliser votre client. Et ce client, une fois qu'il est fidélisé, il va vous ramener du monde. Le bouche à oreille. Nous sommes des êtres grégaires, on vit en communauté. Alors, ce que je vous propose, c'est, nous sommes à peu près dans le dernier tiers de notre rencontre, de notre réunion. Je vous propose de clarifier avec Stéphanie la notion de besoin, de satisfaction, satisfaction client. Nous sommes dans un pays d'abondance. Toujours le Maroc. Un jour, j'étais dans une autre mission au Maroc et l'un d'entre eux me dit, un Marocain me dit, vous en Occident, vous avez beaucoup de moyens et peu d'envie. Nous,
dans les pays soit en développement, soit justement en pays en difficulté, nous avons peu de moyens, mais beaucoup d'envie. Mais il faut le dire, nous, dans les pays occidentaux, nous sommes des enfants gâtés. Nous sommes des enfants saturés. Voilà. Juste un détail comme ça pour les plus jeunes. Il y avait un très beau reportage sur l'évolution du monde agricole en France depuis 1945. Il y avait un sociologue qui expliquait qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, ce n'est que depuis les années 60 que les Français ne sont plus confrontés à la notion de manque alimentaire. Vous allez maintenant tous les jours dans les hypermarchés, vous avez toute l'alimentation que vous voulez. Moi-même, quand j'étais enfant, j'avais 7-8 ans, j'ai accompagné ma mère chez l'épicier. Le nombre de fois, quand on arrivait vers 16-17 heures, l'épicier nous disait « Ah, il m'en manque, il faudra revenir demain ». Il n'y avait pas encore les grandes surfaces. Donc vous voyez, nous sommes dans un pays d'abondance et résultat des courses, enchanter un client, lui faire très plaisir parce qu'on répond à ses besoins, oui, et alors ? Là, nous projetons cet immense écran, nous avons l'électricité, nous sommes en sécurité, et je suis comme vous, jeunes gens, je dis oui, et alors ? Bluffer un client, c'est de plus en plus difficile. Et la difficulté, quand on répond à ses besoins, c'est qu'il va trouver ça normal. Alors que, derrière vous, derrière votre réponse, il y a énormément de travail, mais lui, il le vit comme normal. De plus en plus, nous avons affaire à des clients gâtés. Donc, la relation est très, très lourde de conséquences. C'est que quand il va acheter vos solutions, vos produits, il aura non pas le sentiment d'être conseillé, mais de s'approvisionner. Et alors ça aussi, je me tourne vers les jeunes étudiants, n'oublions jamais, si vous travaillez sur un marché d'approvisionnement, vous êtes sur un marché de coût, pas de prix, de coût. On va au moins cher. On devient vénal. Et quand on est vénal, on risque d'être de plus en plus infidèle. La baisse des prix n'a jamais fidélisé. En vérité, dès que c'est moins cher ailleurs et tout aussi comparable, on surfe. Et le défi d'Internet, c'est qui achète sur Amazon dans cette noble assemblée ? On est tous pareils. On sait ce qu'on veut. Tac, on regarde. On ouvre bien sûr Amazon, mais aussi 2-3 autres sites marchands. On met la référence du produit. On regarde les avis. Les avis convergent. On achète le moins cher. On achète le moins cher. Ce qui veut dire aujourd'hui que si vous développez une entreprise qui ne fait que répondre aux besoins, vous vous mettez dans un marché de coûts, vous aurez des problèmes justement de coûts à la baisse et votre travail en permanence sera de réduire l'infidélité. C'est pas sympa comme avenir. Enfin, voilà. Donc l'enjeu, c'est plutôt d'arriver à monter d'un cran et faire en sorte que votre client soit content et bien sûr, stade ultime, heureux. Stéphanie, je pense à vos clients. Vous savez, ces gens qui avaient la chance d'être très très riches et qui n'étaient pas à 1 000 € près. Oui. Pour eux, 1 000 €, c'était le prix d'un ticket de métro. Hein, voilà. Et qui vivaient vos services comme de simples prestations. Une anecdote peut-être ? Une anecdote, on en a plein, hein, au fur et à mesure, on en crée plein. Par contre, ce qui est important, j'étais gouvernante générale dans un hôtel 5 étoiles et moi, dans l'accueil du client, il était important qu'à chaque arrivée, le client ait l'impression d'être le premier à rentrer dans la chambre. L'hôtel avait plus de 100 ans, mais il fallait que le client ait cette impression. Et par ce biais-là, il faut faire en sorte de bien aérer, que voilà, la pièce sente très bon, que voilà, il y a plein de choses qu'on met en place, mais c'était vraiment une des choses que je mettais en place. Pourquoi ? Parce que nous, le client, doit avoir cette sensation, et Jérôme l'a dit tout à l'heure, d'être à la maison. Quand on a des hommes d'affaires qui voyagent, alors je ne vous parle pas de voyager de Paris à Londres, hein, là c'est voyager Singapour, New York, Hawaï, Londres, etc., etc. Ils sont tout le temps dans des avions, ils sont tout le temps stressés, ils sont là pour travailler, pour amener plus de clients, pour amener plus d'argent et pour faire prospérer leur entreprise. Donc ils ont ce besoin de se poser. Et ils ne se posent pas à la maison, ils se posent constamment dans les hôtels. Donc ils ont ce besoin, et c'est pour ça qu'ils viennent dans les hôtels de luxe, ils ont ce besoin d'être accueillis de manière chaleureuse. Donc ça va commencer avec le portier, ça ne commence pas avec la réceptionniste, parce qu'il va y avoir d'abord le portier
qui va l'accueillir avec un grand sourire, qui va lui dire bienvenue à l'hôtel, monsieur Grajewczyk. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous vous prions de bien vouloir entrer. Et après, il va monter dans sa chambre, et dans sa chambre, il va sentir qu'on, là aussi, on a pris le soin de l'accueillir. Ça va être la petite bouteille d'eau qui va être sur la table de nuit. Ça va être là, en fonction du client. Ça va être une belle corbeille de fruits, une bouteille de vin, une bouteille de champagne. Je parlais tout à l'heure d'anticiper les besoins du client. Quand vous êtes à la réservation et que le client vous dit « Ah, je viens fêter l'anniversaire de ma femme », un gâteau d'anniversaire avec une petite note du directeur. Le client se sent bien accueilli et il a l'impression d'être reconnu, avoir cette reconnaissance. On en a encore parlé tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment important. Moi, j'avais un client très régulier qui venait et quand il arrivait, il était avec, j'en ai parlé à Jérôme l'autre jour, il arrivait avec son vieux jogging, une veste par-dessus, et puis voilà. Donc on se disait, on pensait pas qu'il venait dans un 5 étoiles. Par contre, c'était un client qui venait c'était plus la 100e fois qu'il venait à l'hôtel, et ce client était propriétaire d'une mine de diamants en Afrique du Sud. Donc vous comprendrez bien que son vieux jogging, c'était pour voyager correctement et être tranquille. Et ben nous, nos clients, quand ils arrivaient, quand ils étaient réguliers comme ça, on n'avait pas le desk de la réception qui était entre nous. Je faisais toujours le tour, j'allais lui serrer la main et il vous parle de tout et de rien. Il vous parle de ses enfants. Il y en a qui me parlaient, qui m'envoyaient des photos de leurs perroquets. Mais ça, c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On s'intéresse à notre client. Et quand le client il arrive, et ça c'est très important. Alors, je vais demander à l'Assemblée, à votre avis, vous avez une famille qui arrive et en fonction de ce que vous allez vendre, vous allez vous intéresser à qui? Pardon? Aux enfants. Si c'est un couple, vous allez vous intéresser pas à la personne qui paye, mais à l'autre personne, parce que des fois, c'est aussi la femme qui paye. Donc, on va s'intéresser au mari. Parce que la personne qui paye va prendre plaisir et va être heureux du fait que vous intéressiez à son entourage. Donc ça va être pour nous, j'avais organisé des petits, on avait un spa à l'hôtel et en fait les parents descendaient toujours avec leur peignoir et le logo et puis les chaussons logotés de l'hôtel aussi. On avait fait pareil pour les enfants. Il n'y a rien de plus mignon de voir toute une famille qui descend tous en peignoir, avec le logo de l'hôtel, les petits chaussons pareil, même qualité que les parents. Les enfants sont appréciés. Et si l'enfant est apprécié, le parent, il est content. Parce que du coup, il n'a pas le gamin qui est en train de trépigner et de se dire personne ne s'intéresse à moi, personne ne fait rien pour moi. C'est des petits exercices tout simples, mais qui sont très efficaces. Alors, merci de ce précieux témoignage. On revient aussi sur ce point très, très important. Nous tous, nous sommes en quête de notre justification de nous-mêmes, mais en même temps, nous justifions notre existence au travers des personnes que nous aimons, donc au travers de nos enfants. Donc là, il y a toute cette chaîne de valeurs, mais le mot valeur est peut-être encore un mot trop faible, mais cette chaîne sur laquelle il faut être très attentif, très à l'écoute à ce sujet. Je reviens sur votre savoir-faire. Dans la chambre, on mettra une bouteille de champagne, une note de directeur, le sourire du portier. Rappelons-nous une chose, et ça, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un business model 100% Internet. Je me souviens de start-upers qui faisaient du 100% Internet. Je dis, est-ce que tu vas mettre en place une plateforme, même si elle est basée à Madagascar ou pas? Non, peut-être une checkbox et encore. Il y a quand même une réalité humaine. Nous sommes faits de chair et de sang. Paraît-il qu'on a 86 milliards de neurones. Le cerveau a ces 3 fonctions, assurer notre sécurité, ressentir du plaisir et se sentir valorisé. Là, j'ai retranscrit les 5 canaux sensoriels que vous connaissez. Pour ceux qui prennent quelques notes, plus le cerveau est sollicité dans ses 5 sens et plus il coopère. Plus le cerveau est sollicité dans ses 5 sens et plus il coopère. Les grands entrepreneurs, start-upers disent, nous, notre problème, c'est qu'on ne travaille que sur la vue, peut-être de l'auditif avec YouTube,
mais on n'offre pas de café, pas de parfum, pas de poignée de main, rien. Donc, en vérité, sur Internet, je l'ai déjà dit lors d'une précédente intervention, vous n'avez pas de clients. Il n'y a pas de clients sur Internet. Vous avez des shoppers. En vérité, juste une nuance, on a de moins en moins affaire à des clients, on a affaire à des consommateurs qui, alors, alternent, j'aime pas dire des termes anglais, swap, tac, tac, switch, leur comportement entre 4 comportements, donc celui de partenaire. Madame Thébault, je vais revenir dans votre établissement. Mon prochain séminaire avec mon entreprise, je le ferai chez vous. Je me sens bien chez vous, je suis heureux chez vous, donc je reviens, je suis un véritable partenaire. Je peux me comporter en client. Allez, on se rappelle les fondamentaux. On l'avait vu la dernière fois. Client, ça veut dire quoi en latin? Merci Damien. Protéger. En latin, client veut dire protéger. Donc, je me mets sous votre protection. Je paye pour votre protection. Mais malheureusement, ce client, avec la guerre des prix, ce consommateur ne se conduit plus en client, il va se comporter en acheteur. En acheteur. Mais là encore, dans l'acheteur, il y a encore de l'interaction. On se parle au téléphone. Vous me faites combien? Si je réside chez vous 3 semaines, est-ce qu'il y a un tarif dégressif? Etc., etc. Vous voyez, j'achète. Et puis, la pire des choses, c'est le shopper. Le shopper qui ne peut que voir et un peu entendre. Donc, le shopper, il est infidèle. On l'a vu tout à l'heure avec Amazon. Il est vénal, il est imprévisible, mais aussi imprédictible. Alors, que veut dire imprédictible par rapport à imprévisible? Je vous propose cette définition. Quelqu'un est imprédictible quand on ne sait pas ce qu'il va faire avec l'information disponible. Quelqu'un est imprédictible lorsqu'on ne sait pas ce qu'il va faire avec l'information disponible. Vous êtes imprédictible lorsque vous allez sur Amazon, au Bon Coin, etc. Vous avez vos 3 pages, vous surfez sur les pages et vous allez au moins cher. Moi, de l'autre côté, je vois que vous êtes sur mon site et je ne sais pas ce que vous allez faire. J'aurais beau avoir le plus beau tunnel de vente, je viens m'approvisionner, je suis sur un marché de coûts, vous ne faites que répondre à mes besoins. Votre défi, là il y a des beaux travaux de réflexion à avoir, c'est bien sûr répondre aux besoins, mais aussi comment faire en sorte que mon client soit content. Alors, quelle est la différence entre content et besoin? Vous avez une idée? Il y a un mot sur ce slide, dans la dernière ligne. Je parle de son désir. Question, quelle est la différence entre un besoin et un désir? Je sais que dans l'hôtellerie, vous travaillez vraiment sur ces 2 notions, le besoin et le désir. Tout à l'heure, vous allez vers midi, je pense que vous aurez besoin de manger. Mais une fois que vous aurez mangé, ce sera fini avant que ça ne revienne avant ce soir. Je vous pose cette distinction, le besoin est limité. Le besoin est limité. On vient s'équiper. Voilà. Le problème du désir, oui, c'est que ça n'a pas de limite. Le champion de France veut devenir champion d'Europe, veut devenir champion du monde, champion olympique. L'explorateur veut explorer, etc. Il n'y a pas de limite. Or, le problème, c'est que nous sommes des êtres et de besoins, mais aussi de désirs. C'est peut-être pour ça aussi que les ressources de la planète sont surexploitées. Il n'y a pas de limite. Et quand on va sur votre site, c'est peut-être parce qu'on a du désir. Et si en plus, je peux vous parler, dans notre dialogue, vous m'apportez des idées que je n'aurais pas eues avec vous, ah, ça y est, finalement, non seulement mon besoin est satisfait, mais je commence à être très content de l'achat que je fais chez vous. Vous arriverez à rendre content un client lorsque vous répondez à une partie de son désir. Je vous propose de bien garder ça en tête, parce que c'est là aussi. Dans le désir, il y a une intensité d'émotion. Or, on l'a dit, c'est l'émotion qui marque la mémoire, c'est l'émotion qui influence la décision. Au passage, entre nous, la décision de se marier, elle est toujours imprégnée d'émotion et de désir. Toujours. Sinon, on ne se marie pas. Je vous invite aussi à noter cette formule, parce que je vois des étudiants très studieux. Aucune décision d'achat n'est purement logique. Aucune. Elle est toujours argumentée. Et un argument, c'est un mixte entre le désir et la logique.
C'est un mix entre la logique et le désir. Sur Amazon, vous restez très logique. Dès qu'il y a dialogue, dès qu'il y a influence, voilà. Alors, vous me permettez une anecdote, madame, monsieur, vous me permettez de me rapprocher de vous, de faire un jeu avec vous un instant? Voilà. Vous êtes mariés, regardez bien ce qui va se passer. Madame, je vous remercie beaucoup parce que je vous ai très sollicité. Alors, vous êtes mariée, je vous accueille comme... voilà. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous allez bien? Merci d'être venue jusqu'à nous. Bonjour. Après, pas taper. Après l'entretien, qu'est-ce qui va se passer, madame? Il est très bien ce monsieur. Non. J'ai généré une émotion négative. Peut-être que je suis le meilleur spécialiste de votre projet, mais c'est non, compte tenu de mon attitude. J'ai mal géré. Je n'étais pas en mission. Je n'ai pas appliqué des protocoles. Or, là aussi, on a parlé d'ambition, de protocole, ce qui veut dire aussi une certaine théâtralité. Une certaine théâtralité. Voilà. Sinon, Jérôme, change de métier. Change de métier. Merci beaucoup. C'était la dernière fois. Je te laisse tranquille. Merci beaucoup. Stéphanie, sur la notion de client content. Alors, ce que vous venez de faire m'a rappelé une anecdote. Donc, l'avantage de mon métier, c'est que du coup, on côtoie les hôtels de luxe, les palaces. Donc, j'arrive en visite dans un palace. Et là, première chose que je remarque, j'étais encore sur le parking du palace. Le personnel, dès qu'il me voyait, tournait la tête. Au lieu de me saluer, bonjour madame, j'en demandais pas tant. Là, je me dis, ça commence mal. J'arrive à la réception, je me présente, je patiente, et là se joue une scène devant mes yeux. Un couple, le mari vient payer à la réception, donc concierge, réceptionniste sont tous là, ils sont bien activés, ils écoutent le client et la cliente. Et là, le mari va chercher sa voiture pour qu'on puisse mettre les bagages dans le coffre. Eh ben, j'avais honte. Parce que ma pauvre dame s'est retrouvée en l'espace de 5 secondes plantée toute seule au milieu de la réception parce que ma réceptionniste et mon concierge sont retournés au travail, étaient sur leur ordinateur et n'ont même pas levé les yeux. Donc elle était plantée là. Donc cette notion tout à l'heure que Jérôme vous a montré, où la femme est satisfaite, ils sont super, on reviendra là, et le mari, on lui donne pas l'attention. Ben là, c'était l'inverse. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de la personne qui payait. Donc c'est bien, ils lui ont fait l'exercice, ils lui ont fait le speech, sauf qu'après, ils ont oublié la femme. Elle est restée 5 minutes à la réception sans qu'on la regarde. Est-ce que vous pensez qu'elle va vouloir revenir? Ça va être compliqué, hein? À moins qu'elle soit très gentille, elle voudra revenir. Moi qui étais là en tant que visiteur, c'est moi qui la regardais, qui lui faisais des petits sourires et des hochements de tête. Parce qu'en tant qu'hôtelière, je puis vous assurer que ça ne peut pas se passer. Hein. Et même en tant que vous, en tant que prestataire de service, ça ne peut pas se passer. Parce que là, la femme, elle va partir, première chose qu'elle va dire à son mari, ah oui, mais bon là, j'étais toute seule, quoi. Et le mari est revenu et rebelote. Ah, au revoir, monsieur. Bon voyage, au revoir, madame. Ça va être compliqué. Mais c'est la réalité. C'est à vous aussi de vous remettre en question constamment. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des besoins de sécurité, il y a un désir permanent d'être reconnu. Bien sûr. Voilà. C'est important. Alors là, le contentement, c'est le désir porte sur un objet. J'ai dit satisfaire, contenter, peut-être rendre heureux. Alors, votre service client pour contribuer à être heureux. D'abord, je vous propose une définition. Ça veut dire quoi être heureux selon vous? Je porte aux jeunes gens qui sont dans cette pièce un regard paternel. Je vous fais une confidence. Quand j'avais votre âge, on ne me l'a jamais appris. Résultat des courses, j'ai perdu 20 ans. Donc, ce que je vais vous proposer là, je vous propose de vous en inspirer pour éviter un manque à gagner, si vous voulez. Quand est-ce qu'on est heureux? Merci Thomas. En
tout point, vas-y. Voilà, on est heureux quand on est en tout point en phase avec soi-même. Je vous propose 2 mots, le mot de cohérence et le mot de congruence. Ça vous parle? Dans la cohérence, c'est une définition, c'est l'harmonie entre ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Voilà. Or, je peux être cohérent, mais pas forcément content ou heureux. Vous avez des gens qui sont cohérents, ils vont bosser, ils sont ponctuels, ils font ce qu'on leur demande de faire, ils sont cohérents avec leurs engagements, mais ils ne sont pas heureux. La congruence, c'est beaucoup plus profond. Comme tu nous le rappelles, Thomas, la congruence, c'est une harmonie entre ce que je ressens, je pense, je dis, je fais. Et lorsqu'il y a cet alignement des planètes, il y a un sentiment de réalisation de soi. Je vous propose ceci, on est heureux quand on se réalise. On est heureux quand on se réalise. Alors je me tourne vers les jeunes gens, je vous parle toujours avec ce regard paternel, je vous en prie, vous allez vous engager à la vie professionnelle, ne perdez pas votre vie à la gagner, ne perdez pas votre vie à la gagner, faites quelque chose que vous aimez, et quand on aime, on ressent, on le pense, on le dit, on le fait. Quand on est heureux, on est plus créatif, quand on est heureux, on n'a pas le sentiment de travailler, on a le sentiment de construire, quand on est heureux, on aime. Qu'est-ce que c'est bon d'aimer? Voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Et l'enjeu de toutes les entreprises, et c'est là où on va parler, dans quelques minutes, nous allons parler de L'Oréal, mais je trouve que vous faites une œuvre formidable. C'est quand on descend dans un de vos établissements, j'ai eu la chance de descendre dans des beaux établissements, je ressens un sentiment de réalisation de moi. Alors chacun son truc, hein, les hommes sont vaniteux, j'ai tendance à être vaniteux, mais un moment je fête un anniversaire de mariage avec mon épouse, un moment de réalisation de soi. Nous sommes en harmonie entre ce que nous aimons, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous pouvons dire, et on est heureux. Et c'est là le secret d'une entreprise qui est florissante. C'est une entreprise qui a une offre, une promesse, qui est capable de donner pour permettre à ses clients de se mettre en congruence. En congruence. Quand je vais sur Amazon, je me mets, je dirais, en cohérence, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Bon, bien sûr, j'aime ce que j'achète, bien sûr. Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il y a simplement de l'approvisionnement. C'est le dialogue, c'est l'écoute, c'est la reconnaissance. Entre nous, on se rappelle un chiffre, il y a combien de clics sur le site Amazon pour un achat? 50 000. Il y a 50 000 clics de par le monde en ce moment pour un achat. Il n'y a pas de dialogue, c'est de l'approvisionnement. Et ils sont eux-mêmes, pour gagner des parts de marché, en situation de baisser les prix. Ils cassent le marché en baissant les prix. Bon, je ne m'insurge pas contre ça, mais c'est vous dire que dans vos business models, vous allez réussir si vous cherchez à écouter, questionner, pour voir de quelle manière vous pouvez vous différencier et mettre en congruence. Et là, vous allez marquer des points. Stéphanie, peut-être un commentaire? Je dirais qu'il est aussi important, vous avez clôturé votre vente, tout s'est très bien passé, le client est heureux. C'est bien de faire un suivi. Et aussi de dire merci, déjà de commencer par dire merci, d'être venu chez nous, d'avoir acheté tel ou tel objet. Mais c'est bien aussi de faire un suivi. En fonction de ce que vous avez vendu, de dire nous espérons que tout se passe bien. Parce que le client, 9 fois sur 10, va vous dire oui, mais peut-être que la 10e fois, il aura un souci. Que puis-je faire pour vous aider?
comment pouvons-nous améliorer, comment pouvons-nous résoudre le problème que vous avez? Parce que la personne va être, si elle est en état de frustration parce qu'elle n'arrive pas à faire fonctionner l'objet que vous lui avez vendu, ça va être compliqué. Par contre, si vous faites des suivis, si vous commencez par remercier et faire un suivi, voilà, je reste à votre disposition. Et après, bien entendu, si vous dites je reste à votre disposition, mais que vous ne faites pas derrière, ça va être compliqué. On en revient à on n'a pas tenu nos promesses. Par contre, si vous aidez le client, ça se trouve, encore une fois, peut-être qu'il a fait un mauvais clic et il aurait dû faire un clic droit et il a fait un clic gauche. Le fait d'accompagner le client, de l'appeler au téléphone, de lui dire voilà, en fait, non, là, il fallait faire un clic droit, et ben, votre client va être content, va être heureux. Alors, merci. Et dans la notion d'être heureux, on y revient toujours, vous savez, avec cette fameuse résonance. Cette fameuse résonance. Deux particules qui sont entrées en contact continueront à émettre des ondes, seront toujours en résonance. Monsieur, imaginons que c'était la vraie vie. Je pense que pour les 30 prochaines années, soit mon image, soit mon nom sera en résonance négative dans votre cerveau. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je prêche des convaincus, on a tous l'expérience, ce genre d'expérience. Donc, être en résonance. Avec une question centrale pour nous, parce que rendre heureux, oui, mais à une condition, c'est d'être heureux. Et j'ose poser cette question, enfin j'ose, le mot est trop fort, mais sommes-nous heureux de rendre heureux? Et là, les conséquences sont essentielles. Votre climat social au sein de votre entreprise, au sein de votre équipe. Quand on se sent bien, on peut se concentrer sur son métier. Quand on peut se concentrer sur son métier, on est sur sa mission. Notre mission, c'est de contribuer à la réussite de nos clients. Le climat social est déterminant. C'est une éthique, c'est une culture. On l'a dit tout à l'heure, une éthique, on n'a pas le droit de décevoir. Ce sont tes lunettes? Ce sont les lunettes de... Ben, je commence bien. Vous me pardonnez? Oui, tout à fait. Vous êtes formidable. Pardon. C'est une éthique, on n'a pas le droit de décevoir. Et tout de suite, on l'a vu tout à l'heure avec le visage, on sent tout de suite quand vous aimez votre métier, ça se sent, le son de votre voix. Au téléphone, on l'a tous vécu. Donc, vous avez le devoir d'être heureux. Son devoir de bienveillance, c'est beau cette formule, un devoir de bienveillance. Voilà. Bien sûr, tout dépend si de votre... votre... vous interromps, oui, bien sûr. pardon. Vous saviez, je pense que la plupart le savent, on entend un sourire. Quelqu'un, même si la personne vous tourne le dos et cette personne fait la tête, vous allez l'entendre. Par contre, si vous avez un sourire, le sourire s'entend aussi. Voilà, tout simplement. Donc, ayez tout le temps le sourire, ça va vous aider à être beaucoup plus avenant. Même si vous êtes resté debout pendant 15 heures et que vous avez mal aux pieds et que vous serrez les dents. Voilà. Serrer les dents, 15 heures, ça me rappelle des souvenirs, ça, quand j'étais de stage d'été. Oui, moi aussi. Mais on est en mission. Et quand on est en mission, on ne pense pas à soi. Voilà. Et alors là, posons-nous cette question. Servir vos clients serait-il une forme d'humanisme? Alors je regarde dans le dictionnaire, humanisme, doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. Donc je vais être méchant, je disais que Amazon contribue à mon équipement et ensuite, par moi-même, mon équipement va me permettre de m'épanouir. Mais ce n'est pas Amazon qui est à l'alpha et à l'oméga de mon épanouissement. Ce n'est pas Amazon. Il est à l'alpha, bêta, c'est tout. C'est tout. Voilà. J'ai peut-être besoin de conseils, d'accompagnement. Enfin, vous avez prononcé ce mot essentiel d'accompagnement. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin que j'ai quelqu'un qui m'écoute et qui contribue à ma réalisation de moi-même. Alors, je voudrais, si vous en êtes d'accord, parler du cas L'Oréal. L'Oréal, premier groupe mondial au monde sur le secteur des cosmétiques. Voilà. Qui connaît François Dalle dans cette noble assemblée? Alors, merci. Nous sommes de la même génération. Alors, vous savez que L'Oréal a été créé après la Première Guerre mondiale. Ça marche bien, mais c'est une PME. Et puis, après le décès de son fondateur, par respect pour lui, je ne vais pas prononcer son nom parce que je vais l'abîmer, en 1957,
il y avait un collaborateur très déterminé et brillant qui est M. François Dalle, qui était président-directeur général et qui a fait transformer cette PME pour qu'elle devienne ce premier groupe mondial des cosmétiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, François Dalle a écrit sa biographie et à un moment donné, donc, il faisait quelques interviews et on lui demandait « Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre carrière ?» Moi, je m'attendais à ce qu'il parlât des concurrents, des incertitudes économiques. Formidable. Il répond « Ce qui a été le plus difficile tout au long de ma carrière, et ça a duré pendant des années, pour ne pas dire des décennies, c'est de convaincre mes ingénieurs d'inventer ce produit. » Et il me répondait « Mais monsieur le président, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de marché. » Et alors il leur répondait « Mais vous avez oublié une chose, c'est que tout être humain veut être beau. Tout être humain veut être beau. Parce que quand on est beau, on s'estime. Quand on est beau, on est attractif. Quand on est beau, on a confiance en soi. Être beau, quand on a cette chance, c'est de pouvoir se réaliser. » Et François Dalle, alors, bien sûr, il écoutait, et puis il observait. Et qu'est-ce qu'il constate ? Nous étions au lendemain de la guerre, même encore jusqu'au début des années 60, il n'y avait pas la coloration des cheveux, il n'y avait pas toutes ces crèmes pour le visage. Il disait, je me souviens de voir de très belles jeunes femmes, mais qui, dès l'âge de la trentaine d'années, commençaient à avoir des cheveux blancs. Et je voyais même des femmes qui avaient une grosse trentaine d'années, qui étaient déjà poivre et sel. On voyait chez certaines personnes qui, en l'espace de 3-4 ans, à certaines décennies, leur visage se ridait. Donc, elles étaient beaucoup moins belles, et donc, je vais dire, attractives. Et quand on n'est pas très beau, on perd confiance en soi. Et puis, je me rappelle d'une dame aussi qui me disait « Quelle chance, vous les jeunes, vous avez de vivre à notre époque, parce qu'il y a la chirurgie dentaire. Moi, toute ma vie, j'ai eu les dents écartées, et toute ma vie, je me suis contrainte de ne pas sourire pleinement, à pleines dents, parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir une belle dentition. » Et elle a eu cette phrase extraordinaire. Ça m'a contraint, ça m'a déconcentré de tout ce que j'aurais pu faire parce que j'avais peur de déplaire. Et François Dalle avait très très bien compris ça. Donc nous allons faire une entreprise qui va aider les personnes à être belles et avoir confiance en elles. Je vous vois sourire. Vous auriez dû, si vous aviez pu connaître François Dalle, vous auriez bossé ensemble, vous auriez très très bien entendu. Je vous propose cette formule. Être beau, c'est une forme de réalisation de soi. Et quand on aide quelqu'un à se réaliser, qu'est-ce qui se passe nécessairement ? On le rend heureux. Et on est prêt pour cela à payer. Moi, je suis admiratif, admiratif, oui, on peut dire ça. Les budgets, mesdames, que vous mettez pour votre coloration, vos crèmes de visage, etc., c'est une formidable chose pour que vous vous sentiez bien et que vous soyez, sur certains aspects, heureuse. Je vous propose de bien garder le cas L'Oréal en tête. En quoi allez-vous aider vos clients à s'épanouir ? En quoi allez-vous aider vos clients à se réaliser ? Et en l'occurrence, toujours être à l'écoute et à l'observation de ce qui va justement leur permettre de s'épanouir. Et donc, toutes les entreprises qui sont présentes dans cette salle, qui ont pour vocation l'épanouissement, j'insiste sur le mot épanouissement de ces clients, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous n'avez pas de souci à vous faire parce que pour nous épanouir, toutes choses égales par ailleurs, on est prêt à payer. Et d'ailleurs, on n'a pas le sentiment de payer, on a le sentiment d'investir. Tout à fait. Voilà, on a le sentiment d'investir. Dans l'hôtellerie, on investit parce qu'il faut que j'ai un bon standing au travers de l'image de mes clients. Vous savez que des fois, le nombre de fois dans mes déplacements, on me disait « Vous êtes descendu dans quel hôtel ?» Alors je donnais le nom de l'enseigne, parfois une enseigne prestigieuse. Et ça y est, donc s'il a les moyens de se payer ce standing-là, c'est qu'il est bon, il est crédible. Voilà. Votre image de marque. Bon, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles, effectivement, vous pouvez contribuer à l'épanouissement, et notamment, par exemple, je me répète, vous l'avez très bien cité, les parents qui sont heureux d'offrir à leurs enfants et qui vivent ça comme un moment de réalisation d'eux-mêmes, de l'histoire de leur famille. Voilà. Alors, dans l'hôtellerie, on ne fait que ça, contribuer à l'épanouissement de ses clients. Oui, puis surtout, on est heureux
de contribuer à l'épanouissement de nos clients. C'est vrai que nous, quand on travaille dans l'hôtellerie, mes élèves, je leur dis, il faut aimer les gens. Parce que si vous les aimez pas, si les gens d'en côtoyer beaucoup, ben, c'est pas votre truc, je dirais, il faut changer de métier, déjà à la base. Par contre, si d'avoir un client qui va revenir, qui va être content, qui va avoir son l'aboutissement de son séjour qui va être parfait, c'est très bien. Je me souviens une fois, je prenais une réservation et c'était avec des clients en Australie. Donc tout simplement, on a commencé à discuter, il me racontait, ben voilà, je vous appelle depuis ma cuisine, on aimerait venir chez vous pendant un mois, on a le besoin, c'est une suite si possible. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait bien cuisiner. Nous, on avait aussi des appartements. Ils aiment cuisiner. Appartement, qui dit appartement dit cuisine équipée. Donc je lui suggère un appartement. Donc la réservation, normalement, ne dure pas aussi longtemps, mais on est bien resté au téléphone au moins 1 heure. Voilà. Par contre, mon client et sa femme sont arrivés. J'ai mis un point d'honneur à être là ce jour-là et à les accueillir. Parce que c'est bien aussi d'avoir un visage. Parfois, on dit souvent, hein, on entend une voix, mais on n'a pas le visage. Et au niveau de la reconnaissance, d'avoir une reconnaissance aussi faciale, c'est important. Donc, je me suis présentée, je leur ai souhaité un bon séjour. Nos clients s'en vont, il s'avérait que j'étais là ce jour-là. Ils m'ont dit, on reviendra. Le séjour était parfait, on a rencontré plein d'amis. Vous êtes tous une équipe formidable, on reviendra. Vous avez une promesse, mais cette fois-ci de la part du client. Il s'est avéré que l'année d'après, ils sont revenus avec des amis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là ? On a eu un client qui était heureux et le fait d'être heureux, ça a fait qu'il s'est dit je ne vais pas les chercher à partir en vacances ailleurs. Là, je sais que je serai bien parce qu'on aime bien quand même la routine. Hein. L'humain aime bien la routine. S'il sait qu'il a la sécurité, s'il sait qu'il a la sécurité d'avoir un séjour et d'avoir des vacances qui vont être au top, il va y retourner. Donc, et là, c'est un exemple très concret parce que du coup, ce client, il est revenu à l'hôtel avec sa femme. Et du coup, ils ont loué 2 appartements parce qu'ils sont venus avec des amis. Donc oui, on aime rendre heureux, c'est important pour nous. On me pose souvent cette question, comme Jérôme, on lui pose souvent la question de savoir dans quel hôtel il séjourne quand il va dans un endroit. Moi, on me pose souvent la question à me dire, est-ce que les clients sont difficiles dans l'hôtellerie de luxe ? Ma réponse est toujours non. Parce que la prestation va avec le service. Quand vous avez un client qui va payer 5 000 € la nuit pour une suite, est-ce que vous avez le droit à l'erreur ? Je dirais non. Là, pour le coup, on a le droit de dire non parce que il y a zéro tolérance au niveau de l'erreur. Par contre, vous avez beaucoup de personnel qui travaille. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On a un niveau d'exigence qui, je dirais, qui est à outrance. Et ça, c'est important. Quand vous allez rencontrer vos banquiers, vous leur demandez un service. S'ils se trompent dans les chiffres, ils n'ont pas le droit à l'erreur non plus. Donc le droit à l'erreur est aussi, faut aussi que vous déterminiez quel est votre droit à l'erreur. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devriez faire comme exercice. En vous écoutant, là, je faisais quelques annotations. Je dirais que tenir ses engagements et la sécurité, c'est basique. Donc, je reviens chez vous parce que je sais que je serai en sécurité. Le plaisir, que je me sente bien chez vous, c'est normal. La sécurité, c'est non négociable. Que je me sente, c'est normal. Et après, là, c'est très subtil. C'est très subtil. Voilà. Alors, pour terminer, si vous voulez bien, Stéphanie... Ah oui, vous avez l'écran, donc. Que va-t-il rester de notre partage ? Il va en rester les réponses que vous allez apporter aux questions que nous avons le plaisir de nous poser. Alors, ce sont des questions que nous nous posons nous-mêmes dans notre propre activité. Voici, vous-même, dans votre propre business, sur une échelle de 0 à 10, quelle est notre culture du service ? Est-ce que nous sommes plutôt une société d'approvisionnement, de prestation, du service ? On a dit que le service est une prestation qui rend heureux, sur une échelle de 0 à 10.
Quel est notre plaisir et notre besoin de faire plaisir et de rendre heureux? C'est intéressant. Vous savez que si c'est mesurable, alors c'est manageable, voire même améliorable. Posons-nous la question. Donc, comment devons-nous faire pour anticiper les besoins de nos clients? Et comment devons-nous faire pour y répondre? Parce que ça, c'est important, parce que de là à anticiper les besoins d'un client, une fois qu'on a fait l'exercice, c'est bien, mais il faut aussi répondre à ces besoins. Oui, voilà, pardon, comme vous voulez. Un mot sur... Allez-y, puis je commenterai le mot protocole. Alors, quel protocole devons-nous mettre en place pour rendre nos services? Alors, cette notion de protocole, elle est essentielle. Je vous propose de mettre de côté la notion « faut être naturel ». Si je suis naturel, je ne vais penser qu'à moi. Si je vais être naturel, quand je suis de mauvaise humeur, je vais laisser transparaître ma mauvaise humeur. On ne peut pas être naturel quand on est en mission. Être naturel, c'est ne penser qu'à soi. C'est la nature humaine. Très bien. Non, il faut mettre en place des protocoles. Ça veut dire qu'il faut écrire ces protocoles. Il y a des phrases toutes faites, il y a des attitudes, des réponses toutes faites qui sont censées apporter satisfaction et rendre service. Donc, il faut des protocoles. Oui. Alors, comment devons-nous faire... Alors, attendez, parce que... Comment devons-nous faire un accompagnement d'évaluation après chaque service rendu? Donc ça aussi, il faut établir, je dirais, si je puis me permettre, mais il faut établir un certain questionnaire, hein, mais des questions pertinentes. Et de la même manière, si la réponse à la question que vous avez posée est négative, comment puis-je faire pour améliorer ce point-là? Parce que des fois, on va se dire, quand on nous dit c'était pas bien, de toute façon, lui était difficile, c'est pas la peine. Mais non, c'est que quelque part, vous avez déçu le client sur un point. Donc, il faut trouver et créer d'autres protocoles pour pallier à ce manque. Alors, si j'ai une suggestion aussi, soyez en veille permanente. Dès que vous voyez une idée, notez-la, notez-la. Et je pense à l'hôtellerie avec 2 phrases. On rentre, je pense à un hôtel en particulier, on rentre dans l'hôtel et vous avez en gros « Bienvenue chez vous ». C'est intéressant, première phrase. Et puis, une autre phrase dans un autre établissement, c'était « Notre plus belle récompense, c'est de vous revoir ». Voilà, toujours en veille par rapport à cela. Vous connaissez aussi la devise de François Dalle, parce que donc, bien sûr, on conçoit des produits de cosmétiques, on ne sait pas si ça va marcher, et il disait à ses collaborateurs « faire, défaire pour refaire mieux ». Et c'est vrai que vous-même, vous avez d'excellentes idées, vous les faites, vous les mettez en pratique, mais il va falloir accepter de les défaire plus ou moins pour refaire mieux. Et on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'essayer de rendre heureux. Alors, comment donner envie à chaque client, selon ses codes et ses habitudes, le plaisir de revenir et nous recommander. Alors, chaque client est unique, chacun a sa manière d'être. Moi, je me souviens d'un commercial, il était extraordinaire. J'en ai rencontré qu'un comme ça. Le matin, il avait des clients qui commettaient des fautes de français, hein, la sœur à ma mère, et puis je vais au coiffeur. Les gens y croient aussi parfois. Et il commettait, mais ça paraissait, entre guillemets, naturel. Il parlait le client. Et l'après-midi, il était capable de placer des imparfaits du subjonctif, du cité du musset. Et si vous en avez convenance, puisque nous sommes en attache, voilà, il faut parler le client. Hein. Tous les clients ont des comportements communautaires. Donc là, encore une fois, c'est une question d'écoute et puis de savoir avec qui vous avez plaisir à travailler. Alors, comment pouvons-nous motiver nos équipes pour être heureux, de rendre heureux? Parce que ça, c'est important. En tant que client, si vous arrivez dans une entreprise ou même dans un restaurant et que le personnel n'est pas heureux, vous allez le ressentir. Et du coup, vous allez ressentir une gêne. Vous n'allez pas savoir trop où vous placer. Et un cas sur 2, des fois, vous allez même partir. Donc ça, c'est important. Prenez soin de vos équipes, parce que du coup, ça va leur permettre, eux, de prendre soin beaucoup plus naturellement de vos clients. Et là, c'est extraordinaire, il y a un mouvement perpétuel qui se met en place. Hein, il y a un mouvement perpétuel. Quels sont les services les plus épanouissants pour nous et nos clients? On ne peut pas donner si soi-même on n'y trouve pas un intérêt. Il faut s'épanouir dans notre métier.
quels services vont renforcer notre notoriété et attirer de nouveaux clients? Oui. Qu'est-ce qui va faire la différence? Parfois, je peux parler de votre entreprise parce que je suis fier d'en être client. Il y a certaines entreprises qui arrivent à donner cela, ce sentiment. Quelles seront les solutions dans le cas où le client n'est pas satisfait? Donc, je repense à mon questionnaire de tout à l'heure. Le client n'est pas satisfait. Que puis-je faire pour améliorer mon service? Voilà. Et puis encore et toujours anticiper pour éviter la routine et très rapidement être perçu comme quelqu'un qui ne fait que de l'approvisionnement. Vous ne faites pas de l'approvisionnement, vous êtes des contributeurs de réussite. C'est là où vous allez réussir. Je me répète avec François Dalle, alors on me dit oui, mais L'Oréal, c'est pourtant qu'une industrie qui fabrique des produits cosmétiques. Oui, mais il avait compris que quand on aide quelqu'un à être beau, il se réalise. Et toujours chercher. Pour terminer, donc ces questions-là, vous les aurez grâce à Thomas. Je les enverrai à Thomas, on va les mutualiser. Vous pourrez, vous en inspirer, répondre régulièrement à ces questions et bien sûr progresser. C'est une redite, mais j'aurai un dernier slide de conclusion. Donc, Stéphanie, toujours avoir le devoir de tenir nos promesses, car à l'origine, on ne travaille pas avec nous par plaisir, mais par besoin. Voilà, on ne travaille pas avec vous par plaisir, mais par besoin. S'il vous plaît, tenez vos promesses. Donnez-nous aussi. Si vous nous donnez, qu'est-ce qui se passe? On est le centre du monde. Moi, je vous en suis reconnaissant, on va revenir. Le devoir de tenter de donner chaque fois qu'il est possible. Alors ça, c'est important aussi. Essayez d'être, je dirais, généreux. La chose toute simple, je repense tout à l'heure à Jérôme, il parlait de services et d'acheter sur Internet. La petite carte de remerciement dans le colis. J'ai acheté quelque chose sur Internet il n'y a pas longtemps, et en fait, il y avait une petite carte avec le nom de tous les collaborateurs qui travaillaient ensemble. Et il faisait juste une petite croix pour dire qui avait préparé le colis et pour vous remercier. Alors là, tout simple. Merci de cette anecdote parce que ça marque des points. Et puis bien sûr, c'est une forme de respect de vous-même. Respectez-vous, vous avez le devoir d'être heureux. Voilà. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Un grand merci à vous et Stéphanie et moi-même, et je pense aussi à Thomas, Damien, Thierry et Laetitia, nous vous souhaitons la vie la plus luxueuse possible et nous vous remercions. Belle chance à vous. Eh bien, un grand merci à vous. Je crois qu'on peut les applaudir une nouvelle fois pour cette intervention brillante. Voilà, j'espère qu'elle vous a rendu heureux. Vous avez appris plein de choses. Donc, on va se donner un petit temps de questions. Il est quelle heure? Voilà, une dizaine de minutes de questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez un cas personnel à exprimer. Sachant que l'heure du déjeuner approche, donc il y a des besoins alimentaires contre lesquels on ne peut pas résister. En tout cas, vos questions avec grand plaisir. Il y a le poids du repas. Dans ces cas-là, on va arrêter pour aujourd'hui. Vous vouliez montrer une vidéo, je crois? Non, ça ira? Très bien. Donc, je vais reprendre par contre le petit... je vais reconnecter mon ordinateur. Ouais. Voilà. Merci. Une vie de luxe. Sympa. Monsieur? Une question? Pardon. J'étais étonné quand même. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie pour l'intervention parce que c'était vraiment passionnant. Je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est que vous étiez très clair et très complet. La présence de quelqu'un de l'hôtellerie de luxe, c'est vraiment une chance aussi parce que le niveau d'exigence des clients est particulièrement prégnant. Et puis, là, on est vraiment dans le contact humain, physique, systématiquement. Nous, on est plutôt pour notre activité, effectivement, de l'autre côté d'un écran.
Et on essaye de reproduire ce contact humain, néanmoins, à travers des visioconférences. Donc en fait, on se retrouve avec le son, l'image, il n'y a pas la sensation, il n'y a pas le tactile, mais c'est des choses qui peuvent se maîtriser quand même, avec beaucoup d'entraînement. Et je pense que ça permet d'établir des regards, d'établir un relationnel vraiment intéressant. Donc ça, aujourd'hui, c'est une façon un petit peu de transposer tout ce que vous nous avez expliqué dans le digital. Parce qu'il n'y a pas que le marketing automation ou ces choses-là qui peuvent se faire, surtout dans une relation B2B qui demande beaucoup de contact humain. On n'est pas là dans le shopper, justement. On est dans quelque chose qui va être un partenariat, une relation, une entreprise qui va utiliser une solution informatique, qui va se lier à ça pour une certaine durée. Nous, on parle de 10 ans. Donc, on est proche du mariage. Et donc, du coup, il y a vraiment ce besoin d'avoir une relation humaine, une véritable, mais pas forcément physique, parce qu'on ne peut pas être partout. Et il faut économiser le temps des rares personnes qui savent maîtriser justement ce relationnel dans l'entreprise. Ils sont rares, ils n'ont pas beaucoup de temps à passer avec tout le monde. Et donc, du coup, le fait d'économiser des heures de trajet en voiture, etc., c'est quand même très précieux pour l'entreprise. Donc ça, c'était une première juste précision sur comment on peut transposer ça. Et puis, d'un autre côté, par contre, on a plein de soucis, personnellement, dans notre entreprise, notamment sur l'accueil du client et la notion de support. Donc, on a essayé de s'outiller, parce qu'ici, on a eu des conseils de gens qui savent apporter du support à des services en ligne, et ils nous ont conseillé d'utiliser une plateforme qui s'appelle Zendesk, qui est la plateforme top pour faire du support. En fait, on s'est rendu compte que ça ne nous a pas aidé beaucoup. En fait, on a mis en place un outil avant d'avoir réfléchi à la façon de s'organiser pour ça, et l'outil ne sert à rien, en fait. L'idée, c'est qu'un outil, c'est fait pour structurer une démarche quand celle-là, elle a été mise au point. Et donc, dans un hôtel, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, la personne arrive devant le desk et peut avoir une question ou un ensemble de questions, un ensemble de besoins qui sont de nature différente. Et donc, c'est ce qui se passe en fait quand il y a une question qui nous parvient au support. Il peut y avoir 2 problèmes. Ça peut être par exemple 2 bugs. Il peut y avoir une demande d'aide à l'utilisation d'une fonctionnalité. Et puis, il peut y avoir une demande d'évolution, donc pour obtenir une nouvelle fonctionnalité, savoir si ce serait possible, et si oui, quand est-ce qu'il pourrait en disposer. Donc en fait, chez nous, en fait, ça correspond à 3 services complètement différents. Et donc la personne qui accueille cette demande doit se retourner vers le bon service et arriver à communiquer ces informations-là, sauf qu'elle n'est pas forcément dans la technique, elle ne sait pas forcément comment répondre à chacun de ces points. Et c'est assez similaire en fait à l'hôtellerie, parce que finalement, quand la personne qui est à l'accueil doit résoudre un problème dans une salle de bain, il faut qu'il fasse appel aux gens de la maintenance technique. Quand ça va être pour un désir particulier sur une réservation d'une salle de séminaire ou accéder à la piscine, c'est encore d'autres personnes. Et donc, par contre, il y a un point de contact personnel, parce que c'est le contact qui a été établi avec ce fameux sourire, avec voilà. Et donc, la personne là est en charge de résoudre toutes ces problématiques, sauf qu'elle ne peut rien faire. Elle doit s'appuyer sur des gens qui sont dans les étages, qui sont dans le restaurant, dans la piscine. Et ça, à organiser, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut communiquer beaucoup d'informations, rester dans le détail fin, subtil de comment l'a exprimé le client quand on l'a écouté, et puis apporter donc du coup la bonne réponse, parce que si on tape à côté, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps perdu, et un client qui au final est déçu parce qu'on a essayé d'apporter une solution, mais en fait c'était pas la bonne. Et des fois on se met beaucoup de pression pour répondre à ses besoins de manière instantanée, alors que des fois il faut prendre le temps. Et ça c'est du coup, je pense que dans l'hôtellerie il y a vraiment cette notion de service rendu au client qu'on retrouve dans l'informatique en termes de le support. Et le support, il doit être personnalisé, on doit se sentir écouté, etc. Et derrière, il y a une armée de gens qui peuvent avoir des choses à faire et des retours clients aussi à faire plus tard et à apporter des réponses systématiquement. Enfin, voilà, donc c'est ma petite... Il n'y a pas vraiment de questions là-dedans, mais est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'hôtelière, une transposition ? Oui. Alors, je dirais que de par la complexité, parce que oui, vous avez une personne, mais qui ne peut pas répondre aux besoins du client, aux questions du client. Déjà, ça serait d'identifier son client, donc bien s'assurer qu'on ait le nom correct. Alors il n'y a rien de pire hein, quand vous appelez une plateforme et qu'on vous envoie je vous passe au service, et vous arrivez au service, on vous dit ah non c'est pas le bon, donc je vous retransfère, et puis je vous retransfère. Au bout d'un moment vous perdez patience. Donc je dirais, si c'est faisable, c'est
quand vous avez deux problématiques différentes avec deux services différents, c'est de prendre le numéro du client, moi c'est ce que je ferais, et de lui dire « je vous rappelle », mais en donnant un temps donné. En fonction, je ne sais pas si c'est très complexe, je vous rappelle dans 30 minutes, hein, mais il faut rappeler dans 30 minutes, pas dans 31. Parce que si vous rappelez en 31 minutes, le client va dire vous n'avez pas respecté votre engagement. Et il vaut mieux quelque part dire c'est deux problématiques différentes, je me renseigne, je reviens vers vous avec des solutions. Et le client sera beaucoup plus satisfait que les mettre en attente, il va se dire ouais, je vais en avoir marre, il va réfléchir. Alors que si lui, en attendant, encore une fois, on en revient à cette notion de temps, il n'a pas le temps. Donc si vous, pendant ces 30 minutes, il fait autre chose et il continue à travailler, mais que vous le rappeliez, voilà. Pour moi, c'est comme ça que je réglerai le dilemme. En écho à tout ce que nous disons, d'abord un grand merci pour votre gentillesse, votre bienveillance à l'égard de notre partage. Vous vous souvenez de ce que disait Napoléon demandait Napoléon à ses généraux, à ses colonels avant de les nommer généraux. Il leur demandait « Est-ce que vous avez de la chance ?» Eh bien, ça c'est une question que vous pouvez demander à toutes les personnes que vous pourriez nommer pour être responsable de la relation client, surtout en web réunion. Est-ce que vous avez de l'humour ? C'est-à-dire que, est-ce que vous savez faire sourire et rire celui qui est à 500 km à distance avec votre web réunion? N'oublions jamais, tout être humain est consommateur du plaisir ou du déplaisir d'avoir commerce avec l'autre. Nous sommes tous consommateurs du plaisir, du déplaisir de l'autre. Donc, avoir de l'humour, ça c'est le premier point. Ces nouvelles technologies, nous en sommes nous-mêmes des utilisateurs. Grâce au temps que vous nous faites utiliser, vous nous permettez de nous réaliser sur autre chose, grâce au temps économisé. Mais en tout cas, il y aura une forte intensité relationnelle. Et vous avez 1000 fois raison. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Et l'humour, savoir faire sourire et rire est quelque chose d'essentiel. Vous vous souvenez du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, hein, ce film avec un mix avec des dessins animés, enfin des cartoons et puis des personnages réels. Il y a Roger Rabbit, le lapin, une espèce de lapin complètement déjanté, qui est marié à Jessica, qui est une pulpeuse créature. Et à un moment donné, il y a un des personnages réels qui dit à Jessica « Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce type ?» Vous connaissez la réponse. « Il me fait rire. » Voilà. Donc là, on y revient toujours. Toujours la qualité des interactions. Faire rire quelqu'un, c'est le rendre heureux. Voilà. Donc, est-ce que vous avez de l'humour? Non. Je vais vous recruter pour autre chose. En tout cas, merci à vous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc voilà, on peut dire que la session est close pour aujourd'hui. Donc c'était donc notre avant-dernier Start Meetup donc de la saison 3. Le prochain, attention, il y a eu un décalage. Donc dans les programmes, vous avez peut-être le 6 avril, mais elle est reportée au 18 juin. Pourquoi? Parce qu'on aura la chance en fait d'avoir une lobbyiste de renom et on se tenait vraiment à ce qu'elle puisse être présente en fait pour ce dernier module. C'est un enjeu important, c'est comment capitaliser après l'entretien physique sur ses compétences pour pour aller jusqu'à la clôture du contrat. Alors à ce sujet-là, je dirais que nous avons partagé une rencontre, une réunion d'ingénierie motivationnelle. Le lobbying, c'est une ingénierie relationnelle. Il y a la microéconomie, il y a la macroéconomie. Là, ce sera effectivement une rencontre d'ingénierie relationnelle avec cette lobbyiste. Un grand merci. Donc, rendez-vous le 18 juin. Encore un merci à Jérôme, à Stéphanie. Merci beaucoup. Et puis, ça se poursuit pour les startups du village, puisqu'on va se retrouver, et des alumni du village. Hein, donc, les gens qui ont été au village peuvent aussi nous rejoindre, même s'ils n'y sont plus. Vous pouvez venir donc sur la place du village, on fait un lunch et ensuite il y a des rendez-vous individuels avec Jérôme sur des problématiques bien spécifiques en one-to-one. Merci beaucoup, au revoir.